Bonjour Cyril Dove-Lichamp, je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir, puisque tu m'as demandé de te tutoyer sur Tribune Libre. J'ai le plaisir de recevoir ici un néo-journaliste, comme tu te décris souvent. Tu es notamment l'auteur de ces magnifiques podcasts qui sont comme une caresse et qui s'intitulent Les passeurs de clés. Et tu reçois, donc c'est de l'audio, hein, bien sûr, et tu reçois, on va dire, les éveillés, puisque tu l'appelles les podcasts des éveillés. Et j'aurais aimé qu'on en parle et avant toute chose, qu'on parle de ton parcours, parce que je voulais savoir ce qui t'avait amené à faire tout ça, entre guillemets. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de parler de son parcours, mais je vais essayer de faire rapidement. Voilà, j'ai 52 ans, j'ai 25 ans de journalisme derrière moi. J'ai commencé dans de la radio en 98 avec le groupe Énergie, ensuite 15 ans de France Télévisions, France 3 exactement. Et puis bah là, grâce à tout ça, j'ai réussi à toucher un petit peu à tout ce qu'un journaliste peut faire, mis à part journaliste de guerre, où voilà, ça j'ai pas fait, mais sans ça, reporter, présentateur, chroniqueur, aussi avec du rewriting, c'est-à-dire réécrire les sujets. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester à peu près tout le panel de ce que peut faire un journaliste. Et puis en 2014, j'ai senti le besoin de voler de mes propres ailes. Je me sentais plus du tout en adéquation avec le monde informationnel tel qu'il se présentait. Et puis ben voilà, donc j'ai décidé de quitter, de partir France Télévisions. Ça s'est fait en très très bon terme. Et puis depuis 2014, donc je suis ce qu'on appelle indépendant, c'est-à-dire que je suis obligé de me débrouiller pour vivre, pour aussi produire mes propres contenus. Mhm. Et donc oui, en 2019, j'ai vécu un événement perso qui m'a amené à écrire un bouquin en 2 mois qui s'appelle Évidence et qui est un roman autobiographique Qui s'appelle, j'ai pas entendu. qui s'appelle Évidence, Évidence. petit journal intime d'un homme inconnu, d'un homme amoureux. Et donc en fait, ce livre, je l'ai écrit en 2 mois, en 60 jours. C'était une sorte de carnet intime, hein, si tu préfères. Voilà, j'écrivais tous les jours. Ça a été plus une vidange de l'âme, voilà, plus une manière de se vidanger, parce que l'écriture, c'est aussi une manière de vider un petit peu tout ce qu'on a. Et puis lorsque le bouquin est sorti, parce que j'ai eu la chance qu'il sorte 2-3 mois plus tard, c'était assez rapide. Pas mal de gens qui ont lu le bouquin m'ont dit ouais, c'est génial, c'est super, ça m'a touché, j'ai vécu la même chose que toi, c'est incroyable que tu aies pu mettre des mots là-dessus. Et j'y ai trouvé des clés. Ouais, je me suis dit, bon, moi, tu sais, je voulais simplement juste me faire du bien. Mhm. Euh, j'ai pas réfléchi du tout, ça c'est important aussi, que ça passe pas par le mental, que ça passe vraiment par le cœur. Donc c'était spontané. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Alors, si moi, j'ai mis des clés dans un livre alors que je voulais pas donner des clés, là, c'est la déformation professionnelle. Je me suis dit, ah, ça veut dire que tout le monde peut donner des clés. A priori, tout le monde a des clés de vie. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais aller à la quête, je vais aller rencontrer les femmes et les hommes pour leur demander quelles sont les clés de vie qu'ils peuvent transmettre. Et c'est de là qu'est né, il y a 4 ans exactement, quasiment, en février 2020, donc les passeurs de clés. Donc au début, ils avaient une idée de vouloir faire un podcast audio, rencontrer, interviewer les femmes, des hommes, et puis petit à petit, il y a une première saison avec 14 épisodes, et puis après, ça s'est enchaîné, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison, et en tout, aujourd'hui, j'en suis à 122 rencontres, euh, qui donc, plus en parallèle, près de 300 interviews par téléphone, en version beaucoup plus courte. Donc on est à plus de 600 clés, presque 700 clés distribuées aujourd'hui, donc mises à disposition. Est-ce que tu pourrais nous citer des noms de personnes que tu as reçues, qui te viennent en tête? Alors c'est important ce que tu dis parce que je les ai pas reçus. En fait, c'est moi qui suis allé à chaque fois. Alors sauf au téléphone, mais les 122 personnes, c'est moi qui me suis déplacé. J'ai fait réellement mon travail de journaliste. Ça, je me suis déplacé, je suis allé les rencontrer physiquement. Je les Mhm. ai toutes rencontrées, les 122 personnes, et elles ont toutes obtenu ce que j'appelle leur clé, une petite clé. Elles ont toutes une clé, comme quoi elles sont devenues officiellement passeurs de clés, comme une sorte d'intronisation. Euh, Parmi les 122, il y a des gens connus, pas connus, inconnus, méconnus. Pour les plus connus et pour les plus controversés, entre guillemets, il y a eu Christian Perron, Alexandre Orionco, Philippe Guillemont, qui est-ce qu'il y a eu il y a aussi des personnes du monde, alors de la politique pas vraiment, le sociologue par exemple aussi, le grand sociologue connu qu'on voit toujours à la télé, son petit nœud papillon, j'ai perdu son nom, mais qui est émérite, qui est un sociologue émérite en France, qui est reconnu qui intervient de temps en temps à la Sorbonne. Il m'avait reçu chez lui d'ailleurs en face de la Sorbonne, il habite en face de la Sorbonne. Ah, Michel Maffezoli. Exactement, merci Michel.
suis désolé Michel d'avoir oublié ton nom, mais voilà, Michel Maffezoli qui m'a reçu chez lui. C'était une semaine avant le premier tour de la présidentielle en 2022. Ce qui nous a valu un échange assez cocasse d'ailleurs en post-interview. Et puis voilà, il y en a en tout 122. Il y a eu Anne Guéquière aussi qui produit le fameux podcast, un podcast qui est très 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 écouté aussi sur le développement personnel. Là, à venir bientôt, il y a Mickaël Delaporte qui a écrit 2 bouquins. Il y a Julien Perron qui a créé le documentaire C'est quoi le bonheur. Enfin voilà. En fait, l'idée c'est d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui potentiellement vont avoir des clés de vie, des choses à transmettre. Et en fait, je m'y prends d'une manière assez simple. C'est-à-dire que je pars du principe que pour connaître, pour savoir pourquoi est-ce qu'une personne en est là aujourd'hui, il faut connaître son parcours. Donc en fait, le but du podcast, c'est de faire revenir en arrière mes invités dans leur enfance et puis de remonter le fil petit à petit jusqu'à aujourd'hui pour savoir quelle est la congruence de leur parcours. Est-ce qu'il y a une congruence ou pas? Absolument. Est-ce qu'on peut les écouter? Où est-ce qu'on peut les écouter, ces podcasts? Ils sont accessibles partout puisque moi je les héberge sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud. Et lorsque je les publie sur SoundCloud, quand ils se publient sur SoundCloud, ils sont publiés sur Deezer, Spotify, enfin toutes les plateformes qu'on peut connaître, qui sont les plateformes de podcast audio, via la chaîne Les Passeurs de Clés. Très bien. Est-ce que tu acceptes que j'en mette un court extrait là, ici, à cet instant, pour faire découvrir au spectateur? Bien sûr. Très bien. Le respect aussi de ne pas induire en erreur des gens, sous prétexte qu'ils me font confiance. Je ne vais pas me mettre à être critique d'art en leur disant, vous savez, voilà ce que vous devriez penser sur l'art, ou sur la psychologie, ou sur quoi que ce soit. Donc jamais expert dans son domaine, connaître en tous les cas. Voilà, et ne jamais dicter la pensée de l'autre. Jamais, jamais. Toujours partager mes connaissances et laisser l'autre se faire sa propre opinion. Ah là, je comprends tout à fait, parce que justement, c'est un petit peu l'objectif de ce podcast, hein, c'est transmettre et chacun en pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, aller chercher à la source, être au plus proche de la source. Dernière question de l'invité surprise. Belle surprise. Salut Alexandra, moi j'aimerais savoir si malgré les attaques répétées dont tu fais l'objet depuis le début du Covid, tu referais tout pareil si c'était à refaire. Bise. Voilà, c'est donc justement Ambre, dont on parlait tout à l'heure. La question. Ambre Bartok. Est-ce qu'on referait tout pareil? Est-ce que justement, au vu avec le recul, parce que la science c'est aussi ça, prendre du recul et se pourrait se dire non là je me suis trompé, non là c'est juste et continuer. Est-ce qu'avec le recul, ce livre, en tout cas cette volonté de partager, de transmettre pour que chacun puisse en faire ce qu'il veut, c'est quelque chose que tu ferais, que tu referais? Là, il y a 2 niveaux de réponse. Il y a le niveau de la raison qui me dit oui, je le referai parce que c'est souhaitable. Et il y a le niveau du cœur qui souffre tellement, qui dit mais j'en peux plus, je n'en peux plus. Donc la souffrance, le fait de l'incompréhension de l'autre, de se dire mais pourquoi on veut faire autant de mal? Oui, je vois que c'est un sujet qui te touche. Est-ce qu'au final, on peut dire que malgré tout, ça reste une expérience? C'est-à-dire qu'en fait, le problème est que la souffrance que l'on t'impose, ouais. Elle n'est pas que personnelle. Oui, elle touche aussi les personnes autour. Voilà. Et c'est là où, en fait... Ça veut dire que si c'était une souffrance simplement personnelle, à la limite, ça passerait. Exactement. Mais c'est juste là, je pour la la douleur des autres. tous les jours. Mais en fait, vous dites, mais est-ce que j'ai le droit d'imposer ce que j'impose aux autres, d'infliger ça à mes parents, d'infliger ça à mon mari, à mes enfants? Et c'est là où vous dites, je sais pas, je peux pas répondre. Est-ce qu'au final, on parlait d'amour tout à l'heure, on parlait des proches et de l'amour, est-ce qu'au final, c'est cet amour qui est plus fort que tout, au final, puisque tu le disais tout à l'heure, le soutien des amis, de la famille, des personnes qui t'écoutent, est-ce qu'au final c'est ça qui permet de tenir et de dire mais moi je sais ce que j'ai à dire et je veux le dire?
La raison chez moi est hyper forte, donc il y a quand même l'espèce de côté scientifique de dire j'en ai ras-le-bol qu'on dise des conneries, j'en ai ras-le-bol qu'on dise des mensonges, qu'on dise que l'ARN messager ça se dégrade tout de suite, qu'on dise que l'ARN messager c'était une technologie qu'on maîtrisait super bien, et qu'on continue et qu'on va injecter des petits bébés. Donc en fait, et ça c'est là où effectivement à partir du moment où je réfléchis à cela en me disant putain, la prochaine étape ils vont injecter des petits enfants contre la bruxellite et ils vont injecter en Afrique tous ces enfants en disant on a un anti-malaria et quand vous connaissez l'Afrique et quand vous connaissez l'horreur que c'est que le paludisme et la malaria, vous imaginez très très bien que des parents vont penser que c'est super et qu'il faut y aller. Donc alors là, il y a la guerrière qui remonte en scène et qui dit on peut pas laisser faire ça, quoi. Donc en fait, profiter de la crédulité de l'autre. On en parlait tout à l'heure déjà depuis toute jeune fille, la notion d'injustice en fait. Ouais. Donc du coup, à la question d'Ambre, j'ai envie de dire aujourd'hui, je ne sais pas. Fondamentalement. Simplement pour toi, oui. Je sais, mais pour les autres, non. Voilà, pour un aspect qui me dépasse, pour celui qui tend vers une espèce de vérité que l'on doit aux gens, de respect que l'on doit aux gens, de se respecter eux-mêmes, etc. Oui, 100%, oui, 10 000 fois oui, 1 million, 1 milliard, tout ce que tu veux. Pour le plan personnel, c'est vrai que quand même, je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que j'ai vécu. Donc, nous venons d'écouter un extrait de cette douceur, les podcasts, les passeurs de clés. Tout ça, ça rentre dans le cadre de ce que tu appelles le néo-journalisme. Ouais, alors en fait, ça c'est quelque chose qui est venu aussi avec le temps, c'est-à-dire que plus le temps avançait, comme je disais tout à l'heure au début, ça fait 25 ans que je pratique l'information, la source informationnelle, que je la travaille, que je la pratique, que je la malaxe, que je l'écoute, que je la transmets. Et je me suis rendu compte avec les années qu'il y avait eu, on va dire, l'émanescence, la sortie, la floraison d'énormément de contenus qui étaient produits par des personnes mais qui ne sont pas journalistes, mais qui malgré tout ont une légitimité à fournir ce contenu informationnel. Et je m'explique. Quelqu'un par exemple qui est passionné par les plantes sauvages, qui connaît ça par cœur, qui s'est documenté, qui a lu des bouquins et des bouquins, qui va dans la rue, qui conseille des personnes, etc. Pour moi aujourd'hui c'est une source extrêmement fiable. Donc ce que je me suis dit, c'est que cette personne, ce qui est le cas, on en a un qui est comme ça, qui fait ce type d'information, qui a une chaîne sur les plantes sauvages, qui s'appelle à la cueillette des plantes sauvages. Il fait des vidéos informationnelles où il explique, tu vois, ça, c'est du coquelicot, tu connais, mais est-ce que tu savais que le coquelicot, ça se mangeait? Alors il prend une feuille, il la mange, genre, voilà, c'est bourré de ça, et puis, tu vois, la tige, elle est comme ça, par contre, il faut faire attention, etc. Enfin, il donne plein de conseils, il informe de manière complètement simple, accessible, et en même temps, il livre une source informationnelle qui est vérifiée, puisque il est lui-même la source de cette information. Et donc je me suis dit, mais c'est bête, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui produisent de ce type de contenu, que ce soit en écrit, en audio, en vidéo, mais aussi en photo. Il y a aussi des photographes, des photojournalistes, comme on les appelle. Il y a tellement de personnes talentueuses qui font ce type de choses, mais qu'on ne voit pas, en tout cas, qui sont noyées dans la masse, ou en tout cas qui, oui, ont leur propre communauté, ont leur propre réseau, mais que beaucoup de personnes ignorent, en fait. Et l'idée du néo-journalisme et de la FNJ, qui est l'Alliance francophone des néo-journalistes, m'est venue il y a quelques mois, en me disant, mais en fait, j'en avais ras-le-bol que les personnes autour de moi me demandent, de manière assez insistante, quotidienne, toi qui es journaliste depuis 25 ans, comment est-ce que je peux faire pour m'informer autrement? Parce que j'en ai ras-le-bol de tout ce que je vois, tout ce que j'entends. J'ai envie de pouvoir m'informer aussi librement et autrement. Et là, j'ai fait un constat, je me suis dit, je vais aller voir, il doit y avoir des plateformes, des choses. Alors, oui, il y a des Odyssey, il y a des YouTube, il y a des Deezer, il y a plein de plateformes, mais il n'y a pas de plateformes qui collapsent, qui réunissent comme une sorte de, j'aime pas le mot annuaire, mais voilà, comme une sorte de plateforme qui agrège toutes ces sources informationnelles.
Et je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire, parce qu'au final, pour arrêter le fait que les personnes me demandent comment elles peuvent s'informer, ben, c'est de pouvoir fournir quelque chose qui leur permette de s'informer autrement. Et d'arrêter de dire, ben si, je vais suivre tel journaliste indépendant, tel reporter indépendant, voilà, c'est ponctuel et c'est pas fiable dans le temps. Et donc du coup, avec mon ami Christian, on a décidé qu'il n'est pas du tout de ce métier, de créer donc la FNJ, l'Alliance francophone des néo-journalistes. Donc j'ai bien francophone, donc c'est bien international. Donc c'est tout ce que la francophonie. Et donc de proposer très rapidement, j'espère, en 2024, sans ça ce sera début 2025, mais en tout cas une plateforme qui s'appellera la Belle Pépite.info. Très joli. Les personnes, voilà. Et en fait, on se considère comme des aventuriers explorateurs. Nous, aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement dense, compliquée, âpre, qui est l'identification de toutes ces pépites. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toi, on a besoin de toutes les personnes qui produisent du contenu ou des personnes qui consomment du contenu et qui vont nous dire moi, je connais un gars qui produit un podcast audio, je connais un gars qui a une chaîne vidéo, je connais une fille qui écrit des articles. Allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très sympa. Et en fait, nous, après, eh bien, on a un tableur, on alimente le tableur, on prend contact avec ces producteurs de contenu et productrices de contenu. On leur fait passer ce qu'on appelle un entretien de validation pour être sûr qu'ils correspondent bien, qu'ils rentrent bien dans la déontologie et dans la charte néo-journalistique. Donc on a créé une charte du néo-journalisme. Et si effectivement tout correspond et que on va dire que toutes les qualités, les 8 qualités qu'on a listées, pour que la personne, pour nous, puisse, alors j'aime pas le mot être estampillé, mais puisse avoir, on va dire, pas un label, mais oui, le label néo-journaliste, NJ, et qu'on puisse lui proposer de faire partie de cette plateforme, et ben, on passe l'entretien, un comité de validation, et puis donc en visio, comme on le fait là. Et puis si on estime qu'effectivement ça rentre dans tous les critères, on lui dit voilà, est-ce que tu as envie de rejoindre plus tard cette plateforme sur laquelle tu seras référencé. Alors il faut savoir que on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de production de contenu en plus, puisque le contenu existe déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir proposer un espace gratuit en open source, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de création d'espace, il n'y aura pas de publicité, il n'y aura rien de tout ça, mais simplement un espace sur lequel n'importe quel citoyen va pouvoir s'informer autrement, en tout cas va pouvoir avoir accès à des sources informationnelles différentes. Alors néo-journalisme parce que le journalisme existe, et moi je respecte complètement le journalisme, hein, j'ai été journaliste pendant 25 ans, et donc le journalisme doit continuer tel qu'il est là aujourd'hui, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, mais le journalisme c'est un métier, et là justement nous on est sur quelque chose qui n'est pas un métier, qui est plutôt une passion, une envie de partager, qui est tout autant légitime, qui n'a rien à voir, c'est vraiment on va dire une source informationnelle complémentaire, ou en tout cas indépendante. Voilà, indépendante, complémentaire, qui n'a pas dans l'idée de vouloir se substituer, remplacer le journalisme, rien à voir, parce qu'en fait aujourd'hui, on se rend compte que plus les personnes, les citoyens ont besoin de s'informer, et que je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas lui permettre de s'informer aussi par le biais de ces sources informationnelles. Voilà, donc c'est vraiment une alternative, je cherchais le mot, c'est une alternative. C'est comme pour la santé, il y a la médecine traditionnelle, la médecine naturelle. Moi je pense qu'on a besoin de tout, de l'ensemble pour pouvoir avancer, et pas simplement de segmenter. Donc là l'idée, sans aucune prétention, c'est de vouloir proposer une alternative informationnelle, non basée sur comme un modèle économique financier. C'est pas financier, on est sur un modèle économique participatif, sur du partage, sur du participatif, sur de l'échange, et de manière à pouvoir justement garder une source informationnelle alternative la plus propre, la plus clean, la plus écologique possible. Voilà. Très bien. Donc 2024, voire 2025, on va la voir naître. Elle sera donc en ligne sur Internet, hein. C'est bien ça. Eh ben écoute, oui, sauf si on décide de nous couper Internet, ou qu'on décide de limiter, ou d'avoir une police informationnelle, mais oui, normalement, en tous les cas, il n'y a aucune raison pour que ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que ça fait partie des droits, c'est un des droits fondamentaux de s'informer, d'être informé.
d'informer aussi, de transmettre des informations. Donc oui, j'espère très rapidement. Là aujourd'hui, comme je te le disais en fait, et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'en discuter avec toi aujourd'hui, parce qu'on avance, c'est pas dans l'ombre, mais on avance vraiment très discrètement, dans le sens où on n'a pas de gros moyens, on n'a pas la possibilité de faire de la publicité, puis c'est pas du tout le but. La publicité, c'est quand on veut en faire un commerce. Là, on parle pas de commerce, on parle vraiment d'un élan citoyen, d'un élan humaniste, vraiment, totalement philanthrope. Et l'idée, c'est vraiment de faire pour son prochain. Et c'est comme ce proverbe que j'adore qui dit que quand un homme plante un arbre et sait qu'il ne pourra pas profiter de son ombre, alors il commence à comprendre le sens de la vie. Voilà. Et donc, c'est exactement ça le sens de notre démarche avec Christian, c'est de mettre en place quelque chose qui permettra, pourquoi pas, à mes enfants, à mes petits-enfants, enfin, aux autres générations. L'idée de transmission, la transmission, avant tout. Ce qui rejoint complètement l'idée de tout mon travail, de tout ce que je peux faire, que ce soit en écrit, dans mes écrits, que ce soit aussi en podcast. On est dans de la transmission pour les passeurs de clés. Bien sûr. Voilà, on est dans une transmission positive. Et ça, c'est quelque chose que j'avais découvert lors de l'écriture de mon deuxième livre, qui s'appelle À quoi je sers, sur la réussite personnelle. Et je me suis rendu compte que j'avais été interviewé 15 femmes et hommes, et que les 15 femmes et hommes m'avaient donné exactement, alors qu'ils ne se connaissaient pas, m'avaient tous donné la même clé. La réussite personnelle, c'est la transmission positive. Donc voilà, oui, transmettre positivement, parce qu'au final, on vit, on meurt, et à quoi on sert, à part transmettre. C'est ce qui paraît le plus pérenne et durable, qui fait sens. Surtout le plus proche de ce qu'est la fonction de l'être humain sur cette planète, c'est-à-dire que on a tous une mission, on a tous la même mission, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est la transmission. On est là pour transmettre, transmission patrimoniale, transmission génétique, transmission. On est dans la transmission au quotidien. Quand on donne un cours, on transmet de la connaissance. Transmission immatérielle, transmission matérielle, comme pourrait dire Idriss Abarkan. Mais mis à part cette transmission, on sert à rien d'autre. Donc après, la transmission, elle peut être négative ou positive. Le fait qu'il y ait des personnes qui fassent de la transmission négative, ça les regarde, ils ont le droit. Maintenant, je pense que... En parlant de transmission négative, je crois que tu as mené une enquête, tu es toi-même féru de fouilles, hein. Parce que finalement, quand on est journaliste, on fait de l'investigation, on fouille. Tu m'as parlé de tes propres enquêtes, puisque tu es lecteur, tu lis beaucoup, c'est ça? Alors, ce qui est bizarre, c'est que je suis pas à la base, je suis pas un gros lecteur à la base. Je suis pas quelqu'un, même si j'ai une bibliothèque là juste derrière moi. Je m'y suis mis très tard, et en fait, je me suis rendu compte que les livres étaient une source incroyable d'informations. Vraiment. Alors, il y a les romans, il y a les essais, il y a tout type de livres, tout type de livres, mais qu'en fait tous apportaient une information. Généralement, quand je vais donner des cours, quand j'interviens en conférence, donner des cours dans une école de journalisme ou dans une autre école, la question que je pose toujours, c'est d'après vous, combien de pourcentage représente l'actualité dans l'information? Et ça, généralement, beaucoup se plantent. Alors beaucoup s'imaginent que l'actualité, c'est l'information. C'est la même chose. Alors que, non, tout est information. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'information, en fait. Un livre, c'est de l'information, un film, c'est de l'information, un documentaire, une discussion avec des potes dans un bar, c'est de l'information. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'adore aller dans un bar, c'est mon passe-temps préféré, prendre un thé et puis d'écouter les gens autour de moi. J'étais dans un restaurant il y a 2 jours, j'entendais un couple de personnes âgées avec une amie à eux qui étaient en train de manger, qui parlaient de leurs amis, du vaccin, enfin de plein de choses. Donc, et là, tu sens vraiment l'air du temps. Vraiment, ce que tu respires l'air du temps, ce que disait Pierre Lescure, voilà, aller respirer l'air du temps. Et ça, effectivement, cet air du temps, tu peux aller le respirer dans le présent, en te baladant, en lisant, en regardant l'actualité, en lisant des journaux, en allant au cinéma. Et puis tu peux aussi aller t'inspirer, ou en tout cas essayer de fouiner comme un archéologue, dans ce qui a été le passé. Bien et sûr. Là, il y a les écrits. Il y a les écrits. Et il y a aussi effectivement des livres un peu plus engagés, un petit peu plus écrits, un petit peu plus sous forme d'enquête. Je pense notamment au livre de Claire Sévrac que je suis en train de lire, qui était sorti en 2015. Mais je pourrais aussi parler justement d'autres livres que j'ai pu lire, mais parce qu'on en a parlé et parce que je me suis dit, tiens, ça résonne avec ce que je ressens de ce qui se passe dans l'air du temps. Et donc, je me suis dit par curiosité, tiens, je vais aller lire, peut-être que ça va
Donc, tu as trouvé des indices dans certains ouvrages qui donnent des clés pour comprendre peut-être une certaine transmission négative que nous vivons actuellement, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi l'intuition. Moi, je reste persuadé qu'un un bon journaliste ou néo-journaliste, quelqu'un en tout cas qui veut transmettre de l'information, doit aussi faire confiance à son intuition, à son ressenti. Pour moi, ça c'est vital. L'être humain, il est fait d'un cerveau, mais il est fait aussi d'un cœur, d'une âme, et que cette âme, pour moi, c'est elle qui a la meilleure réponse. Voilà, donc c'est vrai que depuis 4 ans, depuis 3-4 ans, depuis que j'écris mon premier bouquin, depuis presque 5 ans, je fais extrêmement confiance à mon intuition, à ce que je ressens. Et donc en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui me sont venues depuis 4 ans, beaucoup de choses, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on connaît. Alors, je vais pas rentrer dans les polémiques à droite à gauche, mais en tous les cas, il y a des choses qui, moi, m'interpellaient. Je me disais, mais j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre certaines choses. Et puis des fois, tu fais des découvertes incroyables parce que tu fais des découvertes historiques, par exemple. Je me suis rendu compte dans mes différentes lectures que le Titanic n'était pas la plus grosse catastrophe maritime. C'est un autre bateau qui a été coulé en 1945, qui s'appelait le Wilhelm Gustloff et qui a été coulé par l'armée russe en mer Baltique. Je suis, tiens, avec 8 ou 9 000 morts. Tiens. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais en parler peut-être à certaines personnes qu'on me dit férus d'histoire, et je me suis rendu compte que ces personnes ne connaissaient pas ce fait d'histoire. Alors que pourtant, tu tapes sur Wikipédia, tu y as accès. Et de là, je me suis dit, c'est incroyable parce que ça veut dire que on peut, en fouillant, trouver des choses qui peuvent nous permettre peut-être de comprendre ou peut-être d'essayer de comprendre, d'essayer à comprendre ou d'imaginer, et je dis bien imaginer, qu'il puisse y avoir des liens tangibles entre le présent et le passé. Voilà. Bien sûr. Et c'est vrai que quand on commence j'allais dire à mettre la main dedans, à mettre le doigt et la main dedans, il y a pas mal de choses troublantes, très troublantes, extrêmement troublantes. Donc après, bien entendu, comme toute information, elle a besoin d'être entrecoupée, d'être vérifiée, et donc des fois c'est très très compliqué parce que il y a des sources informationnelles qui peuvent nous manquer, des pistes des éléments qui peuvent nous manquer pour pouvoir dire oui, voilà, c'est une information. Parce que je rappelle qu'une information, c'est au moins 2 sources concomitantes, c'est pas concomitant, c'est pas juste une information, c'est une piste. 2 informations identiques, ça devient vraiment une probable information. Et quand effectivement on en trouve 8, 10, 12, 15, et en plus qui viennent de personnes qui ne se connaissent pas, alors là ça devient troublant. Et ça devient ce que j'appelle moi une information intéressante et sérieuse. Voilà. Donc voilà, oui, des choses autour du Forum économique mondial, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais je me suis aussi intéressé beaucoup à Bill Gates, je me suis beaucoup aussi intéressé à tout ce qui tourne autour de, on va dire, de l'évolution de la France. Je suis en train de travailler sur l'écriture d'un livre sur l'évolution de la France sur les 40 dernières années. Depuis 25 ans que je fais ce métier, j'ai toujours entendu, et surtout des journalistes étrangers, des confrères étrangers qui me disaient, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez de vivre en France, la France c'est un pays magnifique, c'est un véritable phare dans la nuit. Et c'est un truc qui m'est resté, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit que la France c'est un phare dans la nuit? Et effectivement, quand on prend l'histoire de la France, on voit bien qu'à chaque fois, la France a été le centre d'intérêt d'énormément de choses, de beaucoup de pays. Quand il s'est passé la Révolution française en France, voilà, on en parle encore aujourd'hui, certains pays en parlent aujourd'hui, surtout en ce moment. Quand il y a eu la guerre, le débarquement c'était en France. Quand il y a eu quand il y a les élections à chaque fois en France, on est scruté par le monde entier. Enfin, alors l'idée c'est pas de se dire qu'on est le nombril du monde, la France n'est pas le centre du monde, mais en tout cas c'est un pays suffisamment riche, avec une langue extrêmement riche et pointue, extrêmement la langue de Molière est une langue que beaucoup de pays comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais que beaucoup de pays, voilà, exactement, que beaucoup de pays au monde nous envient parce que c'est une langue extrêmement forte. Les mots ont une force et les pensées ont une puissance, et dans la langue française, les mots ont cette force de pouvoir avoir plusieurs sens, des contresens, de pouvoir jouer sur les nuances. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et donc aujourd'hui, la France, c'est... Oui. Oui, j'allais dire pour te taquiner, c'est Lyon finalement le centre du monde.
Ah, alors moi j'habite à Lyon, mais Lyon est une ville charismatique. Lyon est une ville assez étrange. Je me demandais pourquoi est-ce que j'avais échoué dans cette ville il y a bientôt 23 ans. Aujourd'hui, je me pose plus trop la question. C'est une ville qui me correspond bien et je corresponds bien à cette ville. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville mystérieuse. C'est une ville où beaucoup de choses se sont passées, qui est chargée en histoire. C'est une multicapitale. Mhm. Capitale de la soie, capitale des Lumières, capitale de la gastronomie, capitale du libertinage, capitale de la résistance, capitale. Enfin, je peux en sortir comme ça une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine. Et puis il y a surtout un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, qui a été écrit par un homme que j'adore, qui s'appelle Daniel. Attends, je recherche. Ah, juste couper là. Daniel Robin. Ouais. Donc il y a un livre que j'ai lu d'un homme d'un Lyonnais qui habite pas très loin, qui s'appelle Daniel Robin, et qui a notamment écrit un livre il y a quelques années sur la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et donc la Jérusalem terrestre, on la connaît, en ce moment elle est plutôt chahutée, elle est vraiment sous les projecteurs de l'actualité. Et puis il s'avère que la Jérusalem céleste, celle qu'on appelle la Jérusalem céleste, c'est Lyon. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir un petit peu tout ce qui se passe dans cette ville, tout ce qui s'est passé. Il ne faut quand même pas oublier que Napoléon voulait en faire la capitale des Gaules. Je ne sais pas me planter, je crois que c'était Napoléon qui voulait en faire la capitale des Gaules. En tous les cas, c'est une ville qui a été extrêmement sollicitée, qui aujourd'hui encore, même si elle passe au second plan ou au troisième plan, des fois parce qu'on dit que Marseille est la deuxième plus grande ville, mais en termes de ville, non pas d'agglo, mais de ville. Mais la deuxième ville avec son agglo, c'est bel et bien Lyon qui est la deuxième ville. Donc c'est une ville, oui, étonnante, passionnante. Toutes les personnes qui sont passées par cette ville, ils gardent en eux quelque chose de mystérieux. Ils sont séduits par. Hier, j'étais, ça s'appelle au Halles Paul Bocuse, qui est une halle où il y a plein de restaurants, et puis il y avait un monsieur qui était derrière, qui était avec sa compagne. Elle habitait Grenoble, lui habitait Paris. Puis donc il a déménagé de Paris, il est venu habiter à Grenoble. Et il expliquait qu'il était venu habiter à Lyon 2 ans et que Lyon c'était une ville qui l'avait marqué, quoi. Enfin, que c'était une ville magnifique, enfin la plus belle ville qu'il ait pu traverser. Alors, c'était peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, c'est une ville qui est à l'image de la société dans laquelle on vit. C'est une ville lumineuse, mais qui renferme beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de parts de mystère. Voilà. Et une énergie particulière en plus dans cette ville. Il y a une énergie toute particulière. Il y a une énergie spirituelle qui est assez phénoménale. Elle fait partie de quelques villes qui sont reconnues comme des villes vraiment hautement spirituelles. Il faut savoir aussi qu'on a pas mal de personnes dites de sciences occultes ou autres qui sont enterrées ici à Lyon, qui ont vécu à Lyon, qui sont passés par Lyon. Mais voilà, c'est une ville, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à venir. N'hésitez pas à me contacter, je vous montrerai 2-3 petits lieux très sympathiques. On peut bien manger, bien boire, mais aussi des lieux historiques qui sont assez étonnants. Et non, ouais, Lyon, c'est une ville de la Résistance aussi, bien entendu, hein, capitale de la Résistance. Juste au-dessus de là où j'habite dans le 5e, à 200 mètres de chez moi, juste au-dessus, il y a la maison où avait été caché Jean Moulin. Voilà. Juste avant qu'il se fasse tuer, donc à Caluire un petit peu plus haut. Mais voilà, il a été caché quelques semaines ou quelques mois dans une maison qui est juste au-dessus. Il y a une plaque qui est vraiment affichée sur le fronton. Et voilà, donc c'est une ville, oui, qui est. Moi, je suis pas lyonnais d'origine, mais c'est une ville passionnante. Et en parlant de ta passion pour les villes, tu t'es aussi intéressé à cette ville suisse dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est Davos, cette station de ski. Tu as lu un livre sur cette oui. passion. Alors Davos, l'histoire avec Davos, elle est un peu truculente parce qu'au final, je parlais tout à l'heure d'intuition et en fait, je me suis réveillé un matin d'avril en 2021 avec des choses qui tapaient un peu dans ma tête et ce qui me disait Davos histoire. Et donc du coup, je suis assez curieux, je me suis dit bon, ça va se calmer, puis je voyais que ça passait pas, donc je me suis dit tiens, je vais aller voir, balader sur internet comme tout le monde peut le faire. Et effectivement, Wikipédia, hein, Davos, histoire. Et je me suis rendu compte que là aussi encore, il y avait quelque chose qui s'était passé historiquement dans cette ville, que beaucoup d'historiens ne
savent pas ou oublié ou ont zappé, c'est que je ne sais, moi j'ai appris aussi que Davos, donc une ville suisse, hein, qui est une Suisse, qui est en Suisse alémanique, qui est une ville en fait où vivaient beaucoup d'Allemands, énormément d'Allemands, et encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'Allemands. Et en fait, c'est une ville qui a été une ville thermale, puisque beaucoup d'Allemands allaient vivre à Davos ou passer de grandes sessions de vie à grandes périodes à Davos pour se faire soigner les voies pulmonaires. Donc c'était vraiment une ville thermale. Voilà. Et puis je me suis rendu compte sur 2-3 lignes, ça tient sur 3 lignes, que c'est vraiment noyé dans la masse, mais pour moi je trouvais que c'était pas anecdotique, que c'était vraiment bizarre. Je me suis rendu compte qu'en 1936, donc en février 1936, il y a un grand dignitaire suisse, mais rattaché à l'Allemagne nazie, puisque c'était le représentant direct de Adolf Hitler en Suisse, qui avait pour mission de nazifier la Suisse, qui s'appelle Wilhelm Gustloff, qui a été assassiné de 5 balles chez lui par un jeune juif yougoslave, ça s'appelait David Frankfurter, donc il est allé chez lui et qui l'a tué. Voilà. Et qui, lorsqu'il a eu son procès, puisqu'il s'est donné lui-même, hein, il a tué Wilhelm Gustloff. Il a appelé la police et voilà, venez me chercher, c'est moi qui ai tué Wilhelm Gustloff. Et donc il y a eu un procès, et puis lors de ce procès, il a expliqué que c'était pour envoyer un signal fort à tous ses congénères, à tous ses pareils, donc tous les juifs, entre guillemets, d'Europe, pour dire attention, il se passe un truc qui est pas normal. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que pour faire le lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait du fameux, je parlais d'un bateau qui s'appelait Wilhelm Gustloff aussi. Il faut savoir que en 1937, un an après l'assassinat de ce fameux Wilhelm Gustloff, donc qui était si peu important, tellement peu important que Hitler a décidé de lui donner le nom de son nom à un bateau, à un paquebot, le plus gros paquebot qui avait été construit par les usines allemandes. Et donc en fait, c'est un paquebot qui a été inauguré en présence de la veuve de Wilhelm Gustloff, dont j'ai perdu le prénom, et qui en fait a navigué pendant de 1937 à 1945, donc pendant 8 ans. Et ironie du sort ou synchronicité, ça chacun appellera ça comme il veut, le 30 janvier 1945, alors que le 30 janvier était le jour de naissance de Wilhelm Gustloff, du vrai Wilhelm Gustloff, qui avait été assassiné, et bien ce bateau est coulé par un sous-marin russe dans la mer Baltique, avec plus de 9000 personnes. Voilà, donc ce qui veut dire que, grâce à l'histoire, grâce aux traces de l'histoire, on se rend compte que le Titanic n'a pas été la plus grande catastrophe maritime. Le Titanic, je crois que c'est 1200 ou 1500 personnes mortes. Et c'est troublant ce naufrage ou cet attentat, le jour, la date anniversaire de ce Gustloff. Ce qui est surtout étonnant, c'est que en même temps, c'est aussi la marque du naufrage de ce qu'était le nazisme, puisque on est en 45, la guerre est encore là, enfin voilà. Mais en même temps, c'est vraiment la matérialisation du naufrage de tout un empire, de tout un pays. Avec toujours l'Allemagne nazie, les Russes qui ensuite sont venus libérer. Enfin, c'est en tous les cas, on se rend compte que l'histoire est un peu aime bien jouer avec les différents événements, ou soit il y a des vraies synchronicités. C'est quelque chose aussi auquel je m'intéresse beaucoup, les synchronicités. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard. Et voilà, et effectivement, quand on s'intéresse à l'information, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est-à-dire ça peut même être des fois un début de piste d'enquête, c'est-à-dire de se dire, mais d'essayer de comprendre, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu ça, et puis des fois, on remonte, on tire le fil, et puis on trouve des choses sympathiques, moins sympathiques, et puis des choses des fois même un peu terrifiantes. On se dit oula, mais c'est peut-être que c'est mon esprit qui me fait trop réfléchir. Mais en tous les cas, ce que je pense, c'est une fois qu'on a tiré le fil, on se doit d'essayer de comprendre au maximum, de remonter, d'entrecouper, et aussi de faire confiance à son intuition, parce que pour moi, c'est ça fait partie des atouts du chercheur. Ça fait partie des atouts de l'aventureux explorateur de l'information. Voilà. Exactement. D'aller fouiller, je parlais de belles pépites tout à l'heure, on trouve quelque chose, on nettoie la pépite qu'on a trouvée,
On n'essaye pas de la transformer, on n'essaye pas de la détruire, on n'essaye pas d'en faire 1000 morceaux. Non, on la garde, juste on la nettoie pour qu'elle brille bien. Et après, en fait, elle nous appartient plus, c'est-à-dire on la met à disposition d'eux. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je vois ce métier informationnel. Absolument. Eh bien, nous allons suivre cette aventure des passeurs de clés et de cette nouvelle galaxie indépendante qui est nommée. Qui s'appelle la belle pépite.info, et avec surtout donc l'Alliance francophone des néo-journalistes. Alors, vous pouvez prendre contact avec nous directement, soit via ma page Facebook, ou alors on va mettre en Je mettrai un place lien en dessous. Je mettrai on des va liens. mettre en page une page Facebook. Voilà, on a créé une page Facebook qui s'appelle la belle pépite, Mhm. qu'on va mettre là, qu'on va alimenter là bientôt, qu'on va mettre en ligne, pour justement l'utiliser aussi, pourquoi pas comme pompe d'amorce pour toutes celles et tous ceux qui produisent du contenu. Vous qui nous regardez, ben, vous aimez un site internet, un podcast audio, une chaîne vidéo ou même des photos, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer le lien et à nous expliquer pourquoi est-ce que vous aimez ce média. Et ben nous on prendra contact avec eux et puis on leur fera passer le fameux comité de validation. Et puis si jamais ça correspond, eh bien à la charte du néo-journalisme, eh Vous bien prenez de l'audio, audio, vidéo, écrit? écrit, audio, vidéo, photo, les 4 supports en fait Donc, nous très intéressent. bien. Voilà, donc si jamais vous êtes producteur de contenu ou si vous êtes consommateur d'un contenu dit de source informationnelle alternative, eh bien n'hésitez pas à nous l'envoyer, et puis nous on fera notre boulot. C'est-à-dire qu'on sélectionnera, on regardera, on validera ou pas, et puis on l'inclura sur cette plateforme, tout simplement. Très bien. Et les passeurs de clés continuent? Les passeurs de clés continuent, 5e saison se termine normalement au mois de juin. Et je suis en train de travailler sur une 6e saison que je vais essayer de rendre un petit peu plus dynamique. Donc je suis en train de travailler sur un concept mobile, c'est-à-dire de non pas d'être statique avec mon invité, mais de se balader en même temps que nous parlons. Donc j'ai rien inventé, hein, c'est ce qu'a fait ce que faisait il n'y a pas très longtemps Pascal Clark avec énormément de talent sur Europe 1, où elle se balader le soir avec certains invités dans Paris. Donc voilà, l'idée c'est d'être encore plus libre, d'être encore plus mobile et de faire en sorte que l'invité soit se sente encore plus libre et a envie de dire encore plus de choses, se confie encore mieux. Donc voilà, donc c'est là, ça sera pour la 6e saison qui j'espère débutera au mois de septembre. Très bien. Un grand merci. À très bientôt à toi, Cyril. Merci Cyril à toi. Dovlichon. Merci à toi, à très bientôt.